qu'il y a bien un système de la création de la fausse monnaie. C'est de la fausse monnaie parce qu'ils ne peuvent pas le faire passer par les banques. Mais pire encore, c'est que ce système met les forces armées en situation de complicité d'utilisation de la fausse monnaie. Et Ouais, donc, regarde, généralement, Monsieur Boukadia, excusez-moi pardonnez-moi de vous arrêter un instant. Vous insistiez souvent sur la circulation de la fausse monnaie au Congo-Brazzaville. Et la fois dernière, nous parlions donc de cet aspect de choses où vous disiez que la vraie monnaie est confisquée donc au niveau de la France. Et bon, voilà, on envoie au Congo une monnaie. Voilà. Je ne sais pas si c'est de cela qu'il s'agit ou c'est de la fausse monnaie. J'allais dire, battu ou imprimé au Congo-Brazzaville. et donc je disais, et mettre les forces armées dans une position encore plus difficile, parce que ces forces armées sont considérées maintenant comme des receleurs de la fausse monnaie. Parce que cette fausse monnaie-là, après les salaires reçus de main à la main, va être dispersée dans les différents magasins, les différents marchés, surtout. Et Oui, mais donc, monsieur Modeste Boukadia, je vais insister parce que j'attends toujours ma réponse. Cette fausse monnaie dont vous faites allusion est-elle battue au Congo ou ailleurs? C'est quoi concrètement cette fausse monnaie? quelle est la différence qu'elle soit battue au Congo ou ailleurs? Elle continue, elle est toujours une fausse monnaie. Et donc vous dites, ces agents des FAC, des forces armées congolaises, sont payés avec de la fausse monnaie. C'est ça. Oui, sinon, il y Sinon, aurait et la raison sinon, il que y vous aurait des virements évoquez, bancaires. Sinon, il y voilà. aurait des virements bancaires. Donc la raison que vous évoquez tout à l'heure, c'est si c'était de la vraie monnaie, elle serait passée par des banques, Mais oui, par des virements bancaires, parce que de toute façon, ces agents ont des bulletins de salaire. Tout le monde le sait. absolument, Ils sont absolument, enregistrés, voilà. absolument. Et pour quelle raison elle ne peut pas passer par les banques? Parce que justement, euh, vous savez, moi j'étais au Congo. Quand j'étais au Congo, et certainement vous aussi, il y avait des billets, les mêmes billets de 500 qui étaient recyclés. Il y avait beaucoup de billets qui avaient des numéros identiques, comme la carte nationale d'identité que vous évoquez. Vous pensez que ça, c'est la vraie monnaie? Hmm. Mais alors, Donc, donc, quand vous dites ça, Monsieur Boukadia, puisque nous apprenons également, et c'est une réalité, ça nous l'avons vérifié, c'est que même les ministres, les membres du gouvernement congolais sont payés à la main. bien sûr, Il gagne beaucoup d'argent. Le Premier ministre est autour de 25 millions, sans c'est compter, bon, voilà, les avantages qui vont avec. Les autres ministres, on sait qu'ils sont payés soit à 11 millions le mois, ça c'est leurs émoluments, voilà, le mois. Donc ça part de 11 millions à 25 millions, mais ils alors, sont payés à la main. comment Il y a pouvez-vous, également un autre corps, pardon, je vais terminer, c'est l'Assemblée nationale. Ceux-là aussi sont payés à la main. Le comment Sénat, pouvez, pareil. comment pouvez-vous, pour un système, si c'était de la vraie monnaie, sortir du trésor autant d'argent Et que payés vous à allez la main. payer, payer la main à la main. En fait, c'est pour éviter de laisser des traces, peut-être. Parce que quand une monnaie passe à travers, aujourd'hui, toute la monnaie qui passe à travers les banques est contrôlée. Dans le monde entier, on sait. C'est la raison pour laquelle ils évitent les banques. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre R7. Je vous retrouve en compagnie de Modeste Boukadia, président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, le CDRC, pour décrypter l'actualité congolaise, le Congo-Brazzaville. Bonjour, Modeste Boukadia. Bonjour, Monsieur Perrin. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. C'est un plaisir largement partagé parce que vous me permettez d'être auprès du peuple congolais, de pouvoir échanger avec eux, discuter avec eux
et pour pouvoir leur dire qu'il faut qu'ils aient le courage et la détermination parce que chaque chose a une fin. Oui, chaque chose a une fin. En tout cas, merci Monsieur Boukadia de répondre à notre invitation. Aujourd'hui, nous allons aborder la création approuvée le 3 juillet dernier au Conseil des ministres des nouveaux départements administratifs du Congo-Brazzaville, notamment l'Ankeni Alima, le Djé Lefini et le Congo Ubangi. Nous reviendrons ensuite sur les propos, c'est le cas de le dire, hasardeux du ministre rwandais des Affaires étrangères au sortir de son audience chez Denis Sassou Nguesso. Si le temps nous le permet, nous pourrions enfin évoquer les nominations intervenues au sein de la police congolaise, notamment avec le départ de Jean-François Dengue en retraite, un des piliers du régime de Brazzaville, qui alimente désormais tous les débats à Brazzaville. On va donc commencer par les nouveaux départements qui ont été créés. Alors que le pays, donc le Congo-Brazzaville, est en état de cessation des paiements, le gouvernement se dit ne plus disposer assez des ressources financières pour payer les salaires, les pensions des retraités, les bourses des étudiants, mais aussi les services sociaux de base. Dans le même temps, il crée tout de même et met en service les nouveaux départements administratifs qui vont naturellement nécessiter un budget supplémentaire. Est-ce que vous comprenez cette démarche? Écoutez, Monsieur Perrin, je suis d'abord attristé que vous me faites dire qu'il y a, ou que vous dites qu'il y a un gouvernement au Congo. Parce que le rôle d'un gouvernement, c'est de s'assurer de la bonne marche et de la vitalité de son peuple. Or, Mais en ce qui il y a quand concerne... même un appareil gouvernemental qui est là, qui gère le Congo. Non, si c'était un appareil qui gérait le Congo, on n'aurait pas autant de lamentations de la part des Congolais. Vous pouvez me dire, oui, il y a un appareil qui est là, qui gère les affaires familiales. Il y a un appareil qui est là, qui gère les affaires du clan. Là, je vous comprendrai. Et puisque vous venez de dire que le Congo est en cessation de paiement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est C'est Anatole Anatole Colonel Makosso Déné lui-même qui l'a dit, en d'autres qui mots, l'a bien. dit, et qui l'a dit, je crois, dans son Assemblée nationale, c'est-à-dire dans une structure qui est censée débattre de ce qu'il y a, de ce qu'il y a dans un pays. Donc, quand celui que beaucoup de gens nomment un premier ministre annonce qu'il y a cessation de paiement, il y a une faillite, que des ministres ne sont pas payés, que des députés ne sont pas payés, qu'il y a des retards de paiement chez des fonctionnaires, parfois jusqu'à 48 mois, et que les centres hospitaliers, pour ceux qui existent, les dispensaires où les écoles ne fonctionnent pas et que les étudiants n'ont pas de bourse, et que les militaires sont obligés de tirer en l'air pour être payés de la main à la main, c'est qu'il y a un souci énorme. Et par ailleurs, on entend qu'ils ont créé trois ou quatre nouveaux départements alors qu'ils sont incapables de gérer déjà les quelques départements qui existent. Moi, j'appelle ça une fuite à l'avant pour dire ben, vous voyez, nous continuons de travailler, nous faisons quelque chose. En fait, c'est une fuite en avant. Ça montre bien qu'il y a une faillite pour ce système, il y a une faillite de l'État PCT. C'est ça ce que j'en tire comme conclusion. Parce que un système, un pays, des institutions qui se respectent, ils auraient trouvé des moyens pour satisfaire à la grogne grandissante de la population. Or là, qu'est-ce que l'on voit? Des gens qui dansent, des gens qui se marient, des enfants, des dignitaires qui prêtent des milliards à des amants. Et, et pendant ce temps-là, ceux qui sont censés
qui produisent l'argent qu'ils sont en train de dilapider, c'est-à-dire les travailleurs, les étudiants, ils sont laissés sur le bord de la route. Et on amuse les gens avec la création de, de 3 départements. Mais laissez-moi vous rassurer, Monsieur Perrin, quand nous serons aux affaires, nous allons revenir à, à l'ancienne classification des régions. D'ailleurs, je n'aime pas le terme de département parce que ce sont des termes administratifs. Moi, je préfère le terme région parce que ces régions reflètent une culture, des cultures locales, traditionnelles, qui font la richesse culturelle d'un pays. Et comme je l'ai déjà dit et je vous le redis, quand nous serons aux affaires, nous allons mettre un gouverneur à la tête de chaque région. Et nous reviendrons Mais aux pendant régions qu'on en laissées par... parle, pardon, Monsieur Boukadia, le fait déjà d'émietter ces départements, vous l'avez dit tout à l'heure, les premiers qui existent sont difficilement gérables, et on le constate d'ailleurs, on va créer d'autres. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Y a-t-il une stratégie derrière? C'est quoi l'intérêt selon vous? Écoutez, je n'ose pas imaginer le pire, parce que l'État PCT a toujours fonctionné dans la politique de diviser pour mieux régner. Vous comprenez? Donc, je n'ose pas imaginer le pire. Est-ce qu'ils sont en train, parce que je vous signale, comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui, il y a un État qui fonctionne normalement par rapport au reste du pays. C'est l'État de PCA Doyo qui fonctionne normalement, puisqu'ils ont toutes les institutions, tous les instruments d'un État. Est-ce que c'est pour s'agrandir qu'en réalité, ils ont créé les 2 autres départements pour noyer le poisson, mais qu'en réalité, le véritable but qui était là, c'était d'élargir l'État de PC, de PCA Doyo. C'est pour ça que Et je donc, disais que, vous êtes en train de dire que désormais, le Congo est un pays à double vitesse, c'est-à-dire, il y a un côté qui fonctionne normalement, ils ont l'argent, ils ont tout, parce que là, c'est le cas, par exemple, de la création des nouveaux départements, vous avez dit, vous avez rappelé tout à l'heure, des filles ou filles du dignitaire, des dignitaires de ce pouvoir qui prêtent des milliards, c'est un milliard, c'est beaucoup d'argent, on nous parle d'1,5 milliard. C'est beaucoup d'argent. On les voit danser, vous l'avez dit tout à l'heure, fêter. On les a vus aussi. Dernièrement, juste après avoir annoncé qu'on ne pouvait plus payer les salaires, les bourses, les pensions, qu'on n'avait plus l'argent pour les services sociaux de base, le même Premier ministre, bon, vous l'appelez autrement, mais le Premier ministre du Congo, Anatole Kouliné-Makosso, le lendemain s'est retrouvé voilà, chez Pierre Ngolo, à qui il était en train de dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Et là-bas, il est allé s'afficher avec les coupes de champagne plutôt, les coupes de champagne qu'ils ont trinquées. Et c'est une image, à mon avis, qui contrastait en fait au discours qu'il venait de tenir. Parce que, comme on le dira, hein, tout le monde le sait, les faits et les gestes ont leur importance et leur signification. On ne peut pas un jour annoncer qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État et celui qui le dit, c'est le Premier ministre d'un pays, d'un gouvernement. Et 24 heures après, se retrouve chez le président du Sénat à qui il était en train de s'adresser pour trinquer le champagne. Et ça passe en public, on le filme et on balance sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Et donc, tout à l'heure, vous disiez que le Congo est un pays qui fonctionne désormais, un pays à double vitesse. Il y a une partie qui fonctionne très bien, qui a tout, et l'autre qui est désormais privée de tout, mais vraiment de tout. non seulement, je le confirme, que le Congo, aujourd'hui, c'est un pays où il y a 2 États distincts. Un État PCA d'Oyo, où il y a tout, où tout le monde est heureux, où tout le monde festoie, où il y a des écoles high-tech, comme, pour parler comme les jeunes, il y a des hôpitaux qui fonctionnent, il y a la Banque centrale, il y a l'aéroport international, et pour couronner le tout,
le président de l'État PCT reçoit les chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères, et les différents membres de gouvernement amis de cet État-là dans sa capitale qui est devenue Oyo. Et dernièrement, sous le prétexte de construire euh, une salle de PCT, euh, en Vous fait, parlez du siège. ils ont construit le Parlement de cet État-là. Et ce n'est pas moi qui le dis, ils le montrent. Ils le montrent. C'est pour ça que je pense que cet État d'Oyo, qui est l'équivalent exact du Lesotho en Afrique du Sud. Hein? Ce qui se passe en à Lesotho, l'Afrique du Sud s'en occupe pas. Est-ce Et que je suis donc, en train de comprendre par là, Monsieur Modeste Boukadia, que finalement, Denis Sassou Nguesso, loin de ce qu'on est en train de nous faire comprendre, qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, plutôt a confisqué l'argent du Congo, le vrai Congo, donc de tous les 12 départements, ben, au profit de son État, comme vous le dites. c'est ce C'est-à-dire, que et j'ai tous ceux dit. qui fonctionnent avec lui, tous ses collaborateurs peuvent encore, voilà, comme qui dirait, jouir de tout cet argent, de faire tout ce qu'ils veulent, et priver l'État, donc le Congo, le vrai Congo, de toutes ses ressources. C'est ça. C'est ce que je dis et c'est ce que je confirme. Et la preuve, c'est qu'il y a une banque centrale. Et la preuve, tous les ressortissants, tous les dignitaires de cet État-là ne sont pas en manque. S'ils étaient en manque, vous ne les verrez pas danser, vous ne les verrez pas faire des mariages euh, euh, comme à l'époque des empires, hein, avec des robes, des traînées de robes impensables. C'est pour ça Alors, que je dis clairement oui. que nous sommes dans un pays qui, que le PCT, l'État PCT, a, euh, a scindé en deux. Et c'est un projet qui était de longue date. On me le reprochait quand je le disais. Aujourd'hui, cet État-là est là. Hein. Et le reste du Congo. Donc, quand vous prenez l'État du PCA d'Oyo, telle qu'elle est, comme elle s'est sentie presque restreinte, elle a proposé donc la création, et vous verrez que ce département est beaucoup plus grand par rapport à ce qu'il était. Donc, il s'est élargi pour se donner justement la carrure d'un véritable État. Hein. Et le reste, quand vous prenez toutes les autres régions du Congo, depuis la Sangha, la Likwala, la partie de la cuvette restante, les plateaux, ainsi de suite, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est les gens du pays où je viens de citer, vous ne les verrez jamais danser. Vous ne le verrez jamais se trémousser, avoir des millions de maîtresses. Voilà ce que je dis aujourd'hui. C'est pour ça que le Congo aujourd'hui doit réfléchir, sérieusement réfléchir. Lorsque Est-ce vous que, dites le Congo doit sérieusement réfléchir, est-ce qu'on peut comprendre de quoi parlez-vous concrètement? je dis, le reste de l'État du Congo, tel que celui que nous ont laissé les pères fondateurs, en excluant l'État du PCA d'Oyo, doit réfléchir. Parce que cet État-là existe. Eux, ils ont déjà réfléchi. Mais c'est le reste qui n'a pas réfléchi. C'est pour ça que lorsque je propose l'Union nationale, il y a, on traîne les pieds, les ressortissants de l'État de Yo traînent les pieds parce que ils ne sont pas encore arrivés à bloquer l'ensemble des ressources de grand État du Congo. C'est la seule raison. Alors donc, si j'ai bien compris, Monsieur Modeste Boukadia, pour vous, la création de ces trois départements, l'Ankeni, Alima, le Djé, l'Efini et le Congo ou Bangui, ne n'est que, comme qui dirait, la conséquence d'un calcul politicien, c'est ça. Absolument, le véritable enjeu qui est là.
c'est d'élargir euh, l'État du PCA d'Oyo. Ça, c'est l'objectif. Et en même temps, le président de cet État-là répond au général Norbert Debra et au général Nyangabwala, qui se plaignaient de l'avenir d'Emboshi. Donc là, ils ont un cadre à eux. Les Mboshi contenus dans la circonférence, dans la superficie de l'État d'Oyo. Je ne parle pas des autres. Je ne parle pas des autres. Donc, c'est ça ce qui est en place. Si l'État PCA d'Oyo n'avait pas cette ambition-là de se séparer du Congo, il y a longtemps que l'Union nationale aurait vu le jour. Il y Mais a longtemps, en créant cet État dont vous faites allusion, je ne pense pas que nos compatriotes de la partie septentrionale aient donné leur approbation. Ça doit être là encore les calculs tout à fait personnels de Denis Sassou Nguesso. Bah, après, l'avenir nous en dira un peu beaucoup plus. mais, Mais mais vous savez, monsieur Perrin, ce je que vous vous en dites là, prie. Oui. ce que vous dites là, est-ce que les populations de ce que vous avez nommé, d'Imfondo, de Makwa, de Kélé, d'Evo, de Wando, avaient été consultées pour dire nous allons assassiner le président Mariam Gwabi pour prendre le pouvoir? Ils ont été mis devant un fait accompli. Et finalement, ils l'ont avalisé. Et quand ils se rendent compte, il est un peu tard qu'on avait assassiné un grand homme pour le seul but d'un clan particulier pour pouvoir arriver à l'état du PCA d'Oyo. C'est ce que je disais. Ils ont assassiné ces gens-là. C'est pas pour rien, du reste, qu'ils veulent vendre les terres appartenant au peuple congolais. Parce que c'est pas chez eux qu'on vend. Alors, C'est ça ce Monsieur qu'il faut. Modeste Boukadia, nous allons donc avancer. On est sur le premier volet. Nous parlions donc de la création des nouveaux départements administratifs du Congo, notamment l'Ankeni-Alima, le Djoué-Défini et le Congo-Ubangui. Est-ce que cela peut évidemment être un autre, j'allais dire un nouveau pas après le dernier recensement qui, voilà, aujourd'hui, et même quand les Congolais en parlent, les Congolais parlent plutôt de 5 millions d'habitants, alors que les résultats, ou j'allais dire les statistiques qui avaient été présentées, c'est bien plus de 6 millions d'habitants désormais au Congo-Brazzaville. D'abord, votre commentaire à ce sujet. Écoutez, moi, j'ai jamais été. Moi, je suis partisan pour un recensement général de la population de l'habitat. Un vrai recensement. Parce que ce recensement-là va nous permettre de nous projeter quelles sont les politiques économiques et financières, sociales que nous devons mettre en place en fonction des classes d'âge de la population. Aujourd'hui, ils ont fait un recensement sans nous donner les classes d'âge. On ne sait pas exactement quel type de population avons-nous par chaque tranche d'âge. On ne le connaît pas. Et je tiens à dire que c'est depuis que j'ai réclamé un recensement général de la population, de l'habitat et de la population, à l'issue du rapport post-conflit de 2002, signé par Denis Sassou Nguesso, par Justin Lekunzu, par Pierre Auba, par Mathias Nzon, par un représentant des Nations Unies et un représentant de la Banque africaine de développement, qui montrait bien qu'à l'issue de la guerre, il manquait 750 000 personnes. Il faut qu'on sache quand même où sont allées ces 750 000 personnes qui manquaient à partir du rapport de 2002. Et je signale Pardon, qu'au Monsieur terme de la Boukadia, c'est tellement sensible ce que vous êtes en train de dire. Vous parlez d'un rapport officiellement présenté, c'est ça? un Où rapport il officiel des ressort Nations que Unies 750 000 Congolais. qui manque à l'appel. C'est le terme utilisé dans le rapport qui s'appelle le rapport post-conflit pour la relance économique,
du Congo-Brazzaville, signé par les personnalités de l'époque. C'est un rapport des Nations Unies. Donc il faut qu'on nous dise, en termes de la politique des populations, une population ne disparaît pas comme ça, sauf s'il y a des grandes épidémies telles que la peste, mais je ne pense pas qu'il y ait une grande épidémie au Congo de la peste qui a ravagé des populations. Mais est-ce que cela vient, enfin, c'est une question, hein. Est-ce que cela conforte finalement les statistiques données par l'ancien, je crois, ben voilà, c'est un ancien euh, patron des renseignements français, Éric Denessé, je ne sais pas si vous le connaissez, qui parle de 400 000, plus de 400 000 morts pendant, évidemment, ces événements qu'on a souvent, j'allais dire, faussement présenté comme une guerre civile. Il n'y a pas eu guerre civile au Congo, il y a eu coup d'État militaire, et ça tout le monde le sait. Est-ce que c'est pour dire, parce que là vous parlez de 700, de plus de 700 000 Il y a, Congolais manquants après, bien sûr, voilà, ces événements-là. c'est un rapport officiel. C'est un rapport officiel des Nations Unies. Ce n'est pas un rapport de Boukadia ou un rapport du parti de Boukadia. C'est un rapport des Nations Unies qui s'intitule Rapport post-conflit pour la relance économique et financière du Congo. Donc, signé, je redis, par Denis Sassou Nguesso, par Pierre Roba, par Mathias Sonson, par Justin Lekunzu, par un représentant des Nations Unies et un représentant de la BAD, la Banque africaine de développement. Et C'est jusqu'à en aujourd'hui, 2002. on n'a jamais donné d'explication autour pour savoir où sont passés ces Congolais. On n'a jamais donné. C'est pour ça que j'ai dit que depuis cette période, j'ai toujours demandé un recensement général de la population et de l'habitat pour savoir. Il se pourrait que ces Congolais ont émigré. Il se pourrait. Ce qui m'étonnerait d'ailleurs. Et c'est ce qui fait qu'il y a des difficultés pour le Congo d'organiser réellement un vrai recensement général de la population et de l'habitat. Et on nous ment avec de faux recensements. On dit, bon, il y a ceci ou il y a cela. Il ne faut pas oublier non plus que l'État PCT est passé maître à remplacer les Congolais par des étrangers. Il suffit seulement de voir le nombre de Rwandais qui se trouvent dans la partie septentrionale, dans la partie nord du pays. Là, vous parlez des Rwandais qui sont arrivés après voilà, le génocide au Rwanda, c'est ça? En Peu importe, ils ont été 1994. comptabilisés, comptabilisés dans le recensement comme faisant partie des Congolais. Mais moi, je suis pour un recensement Comptabilisé, général. pardon, monsieur Moses, vous allez me pardonner mon insistance, mais bon, c'est pour que tout le monde comprenne. Tout le monde, voilà, voilà. Et nous sommes en train de parler quand même des choses un peu sérieuses ici. Et vous dites que ces Rwandais ont été comptabilisés, donc dans le recensement, le tout dernier, là, de Ben, 2023. comment pouvez-vous expliquer une explosion de la population dans la partie nord du pays? Vous pensez que les enfants, les femmes font des enfants comme ça, comme les canards ou comme les poules, pour avoir des générations, il faut compter un certain nombre de temps quand même. Donc, si dans le dernier recensement, il y a eu cette explosion de la population congolaise dans la partie nord du Congo, ça veut dire qu'il y a eu apport d'étrangers dans dans ce département-là. Et parmi ces étrangers, nous avons vu que à l'issue des drames qui ont frappé le Rwanda, les Rwandais, beaucoup ont été emmenés par les organisations humanitaires pour les mettre au nord du Congo. Mais dans le recensement, on n'a pas vu qu'on avait tant d'étrangers. On n'a vu que des Congolais. Or, On a vu que les quand il y Congolais, a un recensement général de la population, oui, on recense tout le monde, même les étrangers. Or là, on ne les a pas vus. Donc, j'en conclus
qu'ils ont été intégrés. Donc, en sorte, vous êtes en train de recuser carrément les statistiques de ce dernier recensement, mais est-ce qu'il n'y a pas eu non plus double emploi, comme qui dirait, parce que sur la toile, je ne sais pas si vous avez vu cette carte qui circulait, une image où on montre le même visage, c'est-à-dire la même personne, mais qui dispose trois cartes d'identité avec trois, j'allais dire, références différentes, bien entendu, alors que c'est la même personne. Et nous savons qu'au Congo, généralement, lors des élections, ces pratiques sont courantes. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est reproduit avec le recensement pour qu'on se retrouve avec 6 Non, millions je n'ai pas de preuves qu'ils ont utilisé euh, ce type de méthode. Je vous rappelle comment se fait le recensement. C'est un agent, disons, au moins trois agents recenseurs viennent. Ils posent des questions sur la composition de la famille. Ça veut dire qu'il y a minimum trois agents recenseurs qui sont passés dans chaque parcelle. Et dans chaque parcelle, ils ont relevé la qualité des toilettes, ils ont relevé la présence ou le manque d'eau, ils ont relevé la présence ou le manque de l'électricité. Tout ça, c'est pris en compte. Je ne les ai pas vus. Oui, mais Et on dit en même pendant temps, le déroulement, pardon, pendant le déroulement de ces opérations, nous avions aussi été informés de ce que les populations, certaines populations ne les accueillaient pas, plutôt, voilà, les redoutés ne voulaient pas les voir et d'autres ne sont pas recensés. Est-ce qu'on n'est pas dans ce cas de figure où, ben, probablement dans la partie, comme qui dirait, sud, beaucoup, les familles plutôt ont refusé de se faire recenser et que, ben voilà, au niveau peut-être du nord où les gens... peut-être aussi, peut-être. Je vous donne crédit pour ça. Je vous donne crédit pour ça, puisque peut-être que la partie nord du pays euh, savait que, bon, je veux me faire recenser comme ça, j'aurai les structures sociales, il y aurait la création des entreprises. C'est pour ça qu'ils se sont, parce que c'est ça le but de recensement. Je rappelle un but de recensement général de la population de l'habitat, ça permet au pouvoir d'avoir une lisibilité de la politique monétaire qu'il doit mener, c'est-à-dire de la monnaie qu'il doit frapper pour pouvoir amener un mieux-être à chaque individu constituant sa population. C'est ce qu'on appelle le PIB. C'est à partir du recensement général de la population et de l'habitat que, logiquement, un président qui est président de son pays donne instruction au ministère de l'économie et des finances en disant, moi, je veux que chaque Congolais gagne à la fin de l'année 600 000 dollars. À partir de ce moment-là, le ministère de l'économie et des finances et généralement des industries font des programmes, investissent, cherchent les partenaires pour qu'il y ait la création d'entreprises. Et avec la création des entreprises, il y a les emplois, et avec les emplois, les salaires qui vont avec, qui vont permettre à ces citoyens-là d'avoir le niveau de vie correspondant aux desiderata du président de la République qui dit que les Congolais doivent arriver à une moyenne de PIB de 300 ou 800 000 dollars. C'est ça. Sinon, sinon, le recensement n'a aucun sens. Alors, donc, nous parlions de la création des nouveaux départements et là, pour faire un petit lien avec le dernier recensement, voilà, et ça nous permet également de nous projeter, bien sûr, vers 2026. On y reviendra tout à l'heure parce que finalement, c'est le constat qu'on fait. Le gouvernement congolais semble beaucoup plus être focalisé sur 2026 que toute autre chose. Mais avant d'y arriver, on va donc aborder le deuxième aspect de cette interview, sont les propos hasardeux, bien entendu, vous l'avez probablement suivi, le ministre des Affaires étrangères rwandais qui était en audience, qui avait été reçu en audience par Denis Sassou Nguesso. Au sortir de là, il a tenu des propos qui, bon, ne sont pas bien passés hein, dans l'opinion congolaise, c'est le cas de le dire.
On a noté certaines ingérences dans les affaires intérieures du Congo-Brazzaville. Le premier commentaire que vous vous en faites. J'étais, j'étais choqué pour un homme public qui a été ambassadeur, donc qui connaît les us et coutumes de la diplomatie et qui, de surcroît, est devenu ministre des Affaires étrangères. Donc, il a pris les Congolais euh, il a pris les Congolais, les enfants du bon Dieu, pour des cantons de 3 jours. Donc, je peux leur parler comme ça. Ce que ce monsieur-là oublie, c'est que le Congo-Brazzaville n'est pas la RDC avec laquelle il joue, hein. Le Congo-Brazzaville est un grand pays, hein. C'est une puissance, le Congo-Brazzaville. Parce que ce que possède le Congo en termes de richesse, si on avait un gouvernement, euh, on serait le leadership de l'Afrique centrale. Je vous rappelle, Monsieur Christian Perrin, que le Congo-Brazzaville est beaucoup plus riche que la RDC, où les gens s'écrivent. Donc, quand des gens qui n'ont rien, qui ne pèsent rien, venir insulter tout un peuple, interroge. Je comprends D'ailleurs, pourquoi. les Rwandais venaient apprendre au Congo, c'est ce qu'on a appris. Non seulement ça, quand à l'époque, le Congo avait une grande université, ça s'appelait le CSB à l'époque, les étudiants congolais étaient reçus à bras ouverts. Et c'était gratuitement qu'ils étaient pris en charge par l'État congolais de l'époque du président Fulbert Youlou et du président Alphonse Massamba Deba. Donc je pense que quand on est à un certain niveau, il y a des égards qu'il doit avoir. Ce n'est pas parce que ce monsieur-là joue avec certaines personnalités du Congo qu'il doit jouer avec tout le monde. Il y a un respect qui se fait entre des pays, hein. Donc c'est pour ça que la dernière fois, j'étais clair là-dessus. Si cette question des terres n'était pas euh, réglée, j'avais dit que un pays non seulement qui a tendance à vouloir servir de base arrière pour recoloniser l'Afrique, il n'y a pas lieu d'avoir des relations euh, amies, diplomatiques. Déjà eux-mêmes, ils ne connaissent pas la diplomatie. Et j'espère que le Rwanda présentera des excuses, hein. Ce n'est pas parce que on traîne avec les fils des présidents que tous les Congolais sont ces fils de présidents qui n'ont aucune dignité, hein. Oui, Je mais les souhaite, excuses à présenter à qui concrètement, d'autant plus que la classe dirigeante du Congo-Brazzaville semble être plutôt du côté du Rwanda. vous savez, dans le monde, les relations entre pays tiennent souvent parfois à des petits malentendus et des petits malentendus qui peuvent devenir euh, euh, virulentes, hein. C'est pour ça que je dis, quand on s'adresse, quand on est reçu dans un pays par fraternité, il faut respecter ce peuple-là. Quand on ne respecte plus ce peuple-là, il ne faut pas s'étonner que ce peuple ne soit plus accueillant. Oui, mais Modeste Moukadia, je vais rappeler ici, ben voilà, c'est, je crois, les propos d'un politique congolais qui disait, si vous voyez la souris aller manger le fromage dont le garde à manger, c'est qu'il y a eu la complicité du rat du jardin.
Vous pensez que le ministre rwandais des Affaires étrangères pouvait tenir de tels propos à la présidence en plus, pendant qu'il y était, s'il n'avait pas l'accord ou l'aval, j'allais dire, de la présidence de la République? Là, vous êtes en train de m'apporter la preuve que ce monsieur, vous voyez que je prends la précaution de ne pas l'appeler ministre. Ce monsieur, s'il s'est permis de ça, c'est qu'il a insulté les vrais Congolais, hein. Parce que quand le propriétaire d'une forêt ne te montre pas la voie, tu ne peux pas rentrer dans la forêt. Donc, c'est l'État PCT qui lui a dit que vous pouvez les traiter comme ça. Mais vous savez, les relations diplomatiques, c'est très subtil. Si ce monsieur pense que le pouvoir de monsieur Sassou restera tel, il se trompe. Parce qu'on ne sait pas celui qui va venir, quelle politique il va amener vis-à-vis euh, du pays de ce monsieur-là, vis-à-vis de Rwanda. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre les précautions quand vous allez dans un pays. Vous voyez la difficulté, la peur qu'il y a eu chez les Congolais quand il y a eu les élections législatives en France, hein, à vouloir piétiner la culture française. Et quand un parti d'extrême droite est arrivé en tête de son... Tout le monde a pleuré ici. Il y a des gens qui ont commencé à prier pour qu'il ne passe pas, parce qu'ils ne savaient pas ce que ça pouvait donner. Donc, ce monsieur-là, ce Rwandais-là, les Rwandais doivent comprendre que en jouant la politique de l'État PCT, ils mettent en danger la relation future avec euh, le vrai Congo et le Rwanda. Parce qu'il y a des gens qui ont une bonne mémoire de ce que les gens disent. Oui, mais Modeste Moukadia, est-ce que vous ne pensez pas que, parce que quelqu'un me posait d'ailleurs cette question, dans ces accords entre le Congo et le Rwanda, qui est donc le moteur, qui est l'initiateur? Parce que là, on a maintenant l'impression que c'est finalement le Rwanda qui manage ces accords et le Congo représenté, bon, quand je dis le Congo, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. C'est bien Denis Sassou Nguesso et son fils, en fait, qui sont derrière ces accords. Les Congolais n'ont rien à voir là-dessus. Et la preuve, monsieur vient de dire qui sont prêtes à faire la pédagogie aux Congolais pour leur faire comprendre la vraie nature de ces accords. Cela sous-entend que pour le Rwanda, c'est un acquis. Donc, si je comprends bien, ce monsieur pense qu'il est plus intelligent que les Congolais. C'est ça ce que je dois entendre? Que ce monsieur est plus intelligent que les Congolais? En tout cas, c'est ce qu'il a Hein? dit, hein. Il va faire la pédagogie aux Congolais. Oui, parce qu'il se croit intelligent, lui. Hein? Il va venir m'apprendre quoi? Il va venir m'apprendre quelle a été la raison pour laquelle il y a eu le génocide. A-t-il fait la pédagogie à son peuple du comment et de pourquoi il y a eu le génocide des Tutsis en 1994? Vous savez, monsieur Perrin, on dit que le chef de village ne voit pas le diable. Parce qu'il commence à dire qu'il voit le diable, il n'y aura plus de tranquillité dans le pays. Ce n'est pas parce que nous ne disons rien que nous ne savons pas ce qui se passe, mais parce que nous souhaitons qu'il y ait des relations apaisées. Mais qu'on ne vienne pas nous dire qu'on vient nous faire la pédagogie. Il est qui pour venir faire la pédagogie aux Congolais? Il est qui? Mais le problème, c'est comme Paul, je le Kang- disais tout à l'heure, hein, pendant Paul Kagame, il est à la présidence. Paul Kagame est qui pour venir faire la pédagogie aux Congolais? Hein? Il est qui? Mais on Je aurait bien pense. voulu, Monsieur Modeste Boukadia, que le ministre des Affaires étrangères congolais, bien entendu, demande à ce dernier de présenter des excuses parce que c'est quand même une violation, il faut le dire comme ça, c'est une violation de la souveraineté des Congolais parce que les Congolais disent non à ces accords. Voilà, Monsieur ministre des Affaires étrangères d'un pays étranger qui vient au Congo dire aux Congolais, ben non, voilà, votre point de vue ne compte pas.
Pour nous, ce sont là donc c'est un acquis. Et puis bon, voilà, si vous n'avez rien compris, ben, on va vous aider. On va faire la pédagogie pour que vous compreniez la vraie nature de ces accords. On aurait bien voulu, par cette violation, bien entendu, flagrante, il faut le dire, que le ministre congolais puisse le rappeler quand même à l'ordre. Vous savez, Monsieur Perrin, je suis malheureux pour ce monsieur-là. J'espère qu'il gardera son poste. Mais je suis malheureux parce que ce qu'il est en train de dire, c'est d'expliquer que nous allons faire la pédagogie aux Congolais, d'accepter les morts que le Congo a eus pendant les coups d'État du Congo. Vous venez de me dire qu'il y a un monsieur, un agent des renseignements français, qui disait qu'il y a Monsieur eu... Denessé, oui, oui, monsieur Denessé. Pas lieu. On ne parle pas de ça. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. Mais je voudrais vous dire, vous connaissez votre confrère, Jean-Paul Pigas. Jean-Paul Pigas, qui tient les dépêches de Brazzaville, qui, est, qui pèse sur les décisions de Denis Sassou Nguesso, avait dit en 2005 sur LCI, une télévision qui appartient à Bouygues, donc à TF1, que, je cite Jean-Paul Pigas, 2005, LCI, on aurait pu s'en sortir avec au moins 2000 morts. Donc pour M. Jean-Paul Pigas, 2000 morts, c'est rien. Pendant ce temps-là, au Kosovo, qui a créé donc l'État du Kosovo en déstructurant la fédération de Yougoslavie, c'était 45 Kosovars qui étaient tués. Au Congo, d'après ce que dit Jean-Paul Pigas, au moins 2000 morts, c'est rien. Comme quoi, les morts congolais ne comptent pas. Comme quoi, ce monsieur-là peut peut-être nous expliquer pourquoi il faut accepter autant de morts. Comment il faut accepter les 750 000 qui manquent La à l'appel. comptabilité des Congolais. Alors voilà, donc, alors puisque nous parlons finalement de ces propos, je l'ai dit, d'entrée de jeu hasardeux du ministre des Affaires étrangères, qui pense qu'il peut vraiment faire, il est prêt, bon, c'est ce qu'il a dit, hein, ce sont là ses termes, il est prêt à faire la pédagogie aux Congolais pour leur expliquer la nature exacte de ces accords. Ben voilà, il prend les Congolais, vous l'avez dit tout à l'heure, pour les petits enfants de 3 ans, donc qui ne comprennent rien, mais Non, là encore, comme je l'ai signalé, avec la je, complicité, bien sûr, de Denis Sassou Nguesso. Oui, je monsieur voudrais faire un Boukadia. rectificatif avant de continuer. Pas les Congolais pour des enfants de 3 ans, pour des poussins de 3 ans. Les poussins de 3 ans, alors voilà, c'est vous qui le dites. Alors, est-ce que on peut penser que finalement, son comportement ou ses propos ont un lien avec le renoncement, bien sûr, par le Royaume-Uni, des accords qu'ils ont passés avec le Rwanda pour le transfert des migrants? Et il faut revenir toujours sur l'histoire. Vous savez, la fin de l'esclavagisme est venue avec le recul des anglo-saxons sur l'esclavagisme et la colonisation. Et là, j'étais parmi les premiers à dire que Paul Kagame était devenu le passeur de- des Afghans pour pouvoir recoloniser l'Afrique. C'est ça ce que j'ai dit. Et que la politique de Paul Kagame était d'expulser sa propre population vers la RDC en- par le biais de la guerre qu'il mène à travers le M23. Or, j'avais également expliqué que le différend qu'il y a entre le Rwanda et la RDC date
des accords qu'il avait signés avec la FDL, le mouvement politique qui avait accompagné le président Kabila au pouvoir pour le départ de maréchal Mobutu. Et donc, pour le Congo, il les expulse par le biais de l'achat des terres sur le Congo. Mais pendant ce temps-là, le Rwanda ayant une petite superficie, remplace les Rwandais par les Afghans. Et j'avais bien souligné que c'était des hommes. Quand les hommes viennent dans un pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la razzia sur les femmes rwandaises. Et au bout d'un certain laps de temps, les enfants issus se proclameront rwandais. Et donc, pourraient donc à la longue avoir le même phénomène que le Kosovo, et c'est ce qui pourrait arriver au Congo-Brazzaville avec la vente des terres. Mais j'ai aussi interrogé quelle est la vraie raison qui a permis de choisir le Rwanda comme acquéreur de ces terres-là. La vraie raison. Ce n'est Oui, pas la raison de on peut l'agriculture. nous le rappeler pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui ne sont pas forcément les mêmes qui nous ont suivis la fois dernière. Donc, quelles sont ces vraies raisons? Jusqu'à présent, personne n'a donné les vraies raisons. On dit qu'ils veulent faire l'agriculture. Mais le Congo, en 1960, jusqu'en 1960, avant que le PCT ne prenne le pouvoir, le Congo nourrissait toute l'Afrique en agriculture. Hein? Et depuis combien depuis quelle année les Congolais ne savent plus cultiver la terre? Mais depuis que le PCT est là. Donc, j'en conclus, ce n'est pas la vraie raison de l'agriculture. Ce n'est pas la vraie raison. Alors, est-ce que c'est pour faire le coup d'État contre Sassou, puisque beaucoup des amis de son fils disent que, voilà, les militaires, les Rwandais qui sont là, ce sont des militaires qui seront au service de son fils Christelle Sassou pour pouvoir faire le coup d'État à son père. Et en même temps, on entend le père dire enlever les caciques du pouvoir qui ne sont pas d'accord avec la prise de pouvoir de son fils pour les mettre à la retraite et on ne comprend plus. D'un côté, le fils veut faire un coup d'État pour assassiner son père et de l'autre côté, le père dit non, je vais remplacer mon fils. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où je dis quelle est la vraie raison. Quelle est la vraie raison qui a concouru à ce que ce dossier soit confié au Rwanda? Pourquoi on a vendu ou on veut vendre les terres au Rwanda? Pourquoi pas en RDC? Pourquoi pas en Angola? Pourquoi pas la France? Pourquoi pas aux États-Unis? Et pourquoi pas au Japon? Et pourquoi pas en Arabie Saoudite? Mais pourquoi spécifiquement au Rwanda? Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Est-ce que parce que le Rwanda a une expérience sur les génocides de Hutu de 1972 et le génocide des Tutsis de 1994? Est-ce qu'il y a un lien? S'il y a un lien, alors on se tourne vers ce qui s'est passé vers Mayituku. C'est pour ça que j'ai demandé à Tati Mabiala et à Thierry Mungala d'éclairer le peuple congolais. Parce que Tati Mabiala était d'accord qu'on peut vendre les terres. Donc il connaît la raison. Mais Alors, ce que je dis, la raison en elle-même, c'est quoi concrètement? Parce que beaucoup attendent savoir ce que vous pensez. La raison, c'est quoi? Probablement. ce que je souhaite aujourd'hui, c'est appeler les peuples congolais
pour que nos terres ne soient pas vendues. C'est ça le plus important. J'appelle à l'union, à l'unité du peuple congolais, ceux du Fondo, ceux de Makwa, ceux de Kélé, d'Evo, de Bunji, d'Oguando, de Djambala, tous, tous ces peuples-là, toutes ces ethnies sont propriétaires des terres du Congo. Et nous devons être unis pour que aucune fraction de notre terre ne soit cédée, ni vendue, ni prêtée. Aucun pays du monde, au monde, ne l'a fait. Alors le Congo ne doit pas être le début de cela. Maintenant, si le fait que le Royaume-Uni, un pays anglo-saxon, d'ailleurs, est en train, sous l'influence de l'Irlande qui est encore dans l'Union européenne, est en train de travailler pour que les travaillistes reprennent pour parler avec l'Union européenne, ce qu'il a accepté à la condition. Ce sont les conditions que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni plus précisément, a posées à l'Union européenne. Oui, à la condition qu'il y ait une lisibilité sur ce qui s'est passé en 1972 dans le génocide de Hutus et ce qui s'est passé en 1994 sur le génocide des Tutsis. C'est la raison pour laquelle la Grande-Bretagne, le gouvernement de Sa Majesté, a gelé tous les contrats avec le Rwanda. Parce que le pays anglo-saxon s'est remis dans la même perspective que ce qui s'est passé le 7 octobre entre Israël et le Hamas. Puisque l'origine de tout, c'est le Hamas qui a massacré des populations. L'origine du génocide des Tutsis, c'est qu'on a battu un avion où il y avait deux présidents Hutus. Ça, on ne peut pas l'oublier. Donc, le monsieur qui veut faire la leçon aux Congolais, il faut qu'il apprenne son histoire. Et donc, le gouvernement du Royaume-Uni demande à l'Union européenne et notamment à la France de revoir les accords avec le Rwanda. Vous comprenez pourquoi la dernière fois, Paul Kagame s'en est pris aux États-Unis en disant qu'il exploitait la RDC. C'est ça ce qu'on appelle le retournement de perspective. Nous avions donc à comprendre avec vous, d'abord, voilà, ces propos qui sont indécents, c'est le cas de le dire, en attendant probablement qu'ils reprennent conscience et probablement aussi qu'ils demandent, qu'ils présentent des excuses. Bien sûr, si le gouvernement congolais pouvait le lui demander, mais je ne pense pas, puisqu'ils sont, je l'ai dit tout à l'heure, sur la même longueur d'onde et ils défendent la même cause. Et vous disiez tout à l'heure, parmi les vraies raisons, on met encore ça entre guillemets, c'est peut-être aussi cet accord militaire dont on ne parle pas assez, mais souvent étouffé par l'accord de cession ou de vente des terres du Congo, Brazzaville au Rwanda. Et tout à l'heure, je vous ai entendu dire qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Dans le même temps, avec ces accords, soit c'est le fils qui veut faire un coup d'État contre son père, ou qui voudrait, mettons ça encore, comment on appelle ça, au conditionnel, qui voudrait faire un coup d'État euh, contre son père. Et dans le même temps, vous dites, le père veut, coûte que coûte, comme qui dirait, à tout prix, installer son fils pour le succéder. Et là, il demande qu'on balise le chemin, comme qui dirait, qu'on nettoie l'appareil de tous ceux qui sont censés poser problème ou faire obstacle à cette succession.
Et est-ce que c'est dans cette optique que finalement il y a eu ces nouveaux, j'allais dire, ces nouvelles nominations au niveau de la police, par exemple? Parce que là, on voit bien qu'il y a un cacique qui est parti, hein, il y a une tête d'affiche qui n'est pas n'importe qui pour ce régime, Jean-François Ndengue. Jean-François Ndengue, on connaît son implication dans le retour, bien sûr, de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par coup d'État militaire. Et cette fois-ci, ben, voilà, on l'a mis quand même à l'écart. Finalement, il est allé en retraite et ça alimente, comme je le disais, d'entrée de jeu, tous les débats au niveau de Brazzaville et dans tous les sens. Voilà. Est-ce que c'est dans cette logique-là? Écoutez, bon, il était tout à fait normal. Jean-François Ndengue euh, fasse valoir ce droit à la retraite quand même. Même parce que peut-être qu'il n'était pas content qu'on le maintienne trop longtemps. Hein. Vous savez, quand on a bien œuvré, il faut aller à la retraite pour vivre. Hein. Bon, peut-être que là, bon, c'était le moment, il ne pouvait plus, c'est pour ça qu'il est parti. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens s'alimentent et puis on danse parce qu'il est allé à la retraite. Il y a des gens qui partent à la retraite, les gens ne dansent pas. Hein. Hmm. Surtout la retraite au Congo où les gens font 48 mois sans toucher de pension. Hein. Oui, mais curieusement, on a Bon. vu également des images où les gens étaient en liesse à Brazzaville avec, je ne sais pas comment appeler ça, un cortège des motos en pleine nuit. Je ne sais pas si c'était ben, la journée, mais ça, on peut imaginer que ça a été organisé par bah, certains autres caciques du pouvoir parce que je ne vois pas cette population en train de célébrer le départ de Alors, Jean-François Ndengue. vous venez de me redonner raison qu'il y a des États au Congo. Il y a un État qui est heureux, qui fait la fête. Et il y a l'autre qui ne fait pas la fête. Vous comprenez? Bon, enfin, euh, soyons sérieux. Un pays qui fonctionne normalement ne devrait pas avoir des gens qui sont fatigués à la tête d'un système. Maintenant, de ce que vous avez décrit, c'est ce que les partisans de son fils disent partout, que le père veut le favoriser, que lui-même il veut faire un coup d'État. Ce n'est un secret pour personne. Ils ont des fiches de renseignement. Ils savent qui disent-ils ces informations de coup d'État de fils, de maintien de fils pour entretenir le flou. Ça, c'est connu dans le système PCT. C'est connu, ça. Le Oui, plus pendant important. qu'on parle de ce coup d'État du fils qui préparait évidemment qui se préparerait à dégager son père, il y a un animateur quinois, il faut l'appeler comme ça, il est de la RDC qui a fait, en fait, qui a accordé toute une interview là-dessus. Et il dit même avoir été témoin lors de la signature de ces accords et pendant qu'ils étaient en train de, voilà, concocter le coup d'État, voilà. Mais bref, ce n'est qu'une parenthèse pour que les gens comprennent que ce n'est pas nous hein, qui parlons du Non, là. mais C'est des informations que nous recevons, voilà, de ces animateurs. je dis clairement en ce qui concerne ces accords-là. Je le redis, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et le loup se trouve à Oyo. Et le patron de Yo n'est autre que Denis Sassou Nguesso. La seule manière pour éviter que des étrangers viennent faire la leçon aux Congolais, c'est que Denis Sassou Nguesso s'exprime sur cette question. Pourquoi il ne s'exprime pas? Soit c'est vrai, alors il est en contradiction avec ses propres accords, c'est sa propre constitution. Je crois que c'est les articles 59 et 219, ou je ne sais plus, 219, 217, oui. qui, et si cela est avéré, c'est qu'il y a lui-même, il s'est mis en situation de haute trahison vis-à-vis de sa propre constitution. Mais est-ce que Alors, la c'est pour seule cela, manière, peut-être, c'est pour cela qu'il évite d'intervenir? Sinon, en réalité, c'est une question brûlante et le chef de l'État devrait se prononcer.
sur la question. Alors, Malheureusement, ça date quand même de plus de 2 ans, 3 ans. Ben voilà, les gens en parlent, mais bon, il est dans ben, son coin en train de tirer les ficelles. vous me donnez également raison que ça ne concerne pas l'État de la République du Congo. Parce que si, s'il était concerné par cet État-là, il se serait exprimé. Donc, il se comporte réellement en chef d'État du, PC, du PCA d'Oyo. Ça Ou ne le touche peut-être pas. peut-être qu'il attend la fin de l'année, de cette année, pour s'exprimer, puisqu'il a ces occasions-là qui lui sont voilà, euh, garanties par la Constitution congolaise. Peut-être. Peut-être, vous savez, quand un sujet est brûlant dans tous les pays du monde, le chef d'État fait une communication. Maintenant, la question de savoir est-ce que Denis Sassou Nguesso se considère toujours comme chef de l'État de la République euh, Du Grand Congo. du Congo de jure. C'est ça. Maintenant, s'il ne se considère plus comme chef de l'État de la République du Congo de jure, c'est tout à fait normal qu'il reste silencieux, ça ne le touche pas. Alors, monsieur Modeste Moukadia, tout à l'heure, je vous posais la question de savoir si la mise à la retraite de Jean-François Ndengue obéissait à la logique de la succession. Écoutez-moi, la seule logique de la succession que je connaisse, c'est celle que confère le peuple congolais. Je redisais, je disais tout à l'heure, il ne faudrait pas que le Rwanda pense que le régime de l'État PCT va perdurer. Et dès le début de notre interview, quand vous m'avez reçu, j'ai dit que chaque chose a une fin. Quand vous voyez un régime qui a été déclaré en faillite par celui que les Congolais, semble-t-il, appellent leur Premier ministre Anatole Koliné Makosson, et que des militaires qui sont garants de la sécurité de ce système se mettent en grève parce qu'ils ne sont pas payés depuis 3 mois et qu'on les paye de main à la main, ça prouve qu'il y a bien un système de la création de la fausse monnaie. C'est de la fausse monnaie parce qu'ils ne peuvent pas le faire passer par les banques. Mais pire encore, c'est que ce système met les forces armées en situation de complicité d'utilisation de la fausse monnaie. Et Ouais, donc, là, généralement, monsieur Moukadia, excusez-moi pardonnez-moi de vous arrêter à l'instant, vous insistiez souvent sur la circulation de la fausse monnaie au Congo-Brazzaville. Et la fois dernière, nous parlions donc de cet aspect de choses où vous disiez que la vraie monnaie est confisquée donc au niveau de la France et bon, voilà, on envoie au Congo une monnaie, voilà. Je ne sais pas si c'est de cela qu'il s'agit ou c'est de la fausse monnaie. J'allais dire, battu ou imprimé au Congo-Brazzaville. et donc, je disais, et mettre les forces armées dans une position encore plus difficile, parce que ces forces armées sont considérées maintenant comme des receleurs de la fausse monnaie. Parce que cette fausse monnaie-là, après les salaires reçus de main à la main, va être dispersée dans les différents magasins, les différents marchés, surtout. Et Oui, mais donc, monsieur tout, tout, Modeste Boukadia, je vais insister parce que j'attends toujours ma réponse. Cette fausse monnaie dont vous faites allusion est-elle battue au Congo ou ailleurs? C'est quoi concrètement cette fausse monnaie? quelle est la différence qu'elle soit battue au Congo ou ailleurs? Elle continue, elle est toujours une fausse monnaie. Et donc vous dites, ces agents des FAC, des forces armées congolaises, sont payés avec de la fausse monnaie. C'est ça. Oui, sinon, il y Sinon, aurait et la sinon, raison il que y vous aurait des virements évoquez, bancaires. Sinon, il y voilà. aurait des virements bancaires. Donc la raison que vous évoquez tout à l'heure, c'est si c'était de la vraie monnaie, elle serait passée par des banques.
Mais oui, par les virements bancaires, parce que de toute façon, ces agents ont des bulletins de salaire, tout le monde oui, le sait. absolument, Ils sont absolument, enregistrés, voilà. absolument. Et pour quelle raison elle ne peut pas passer par les banques? Parce que justement, euh, vous savez, moi j'étais au Congo. Quand j'étais au Congo, et certainement vous aussi, il y avait des billets, les mêmes billets de 500 qui étaient recyclés. Il y avait beaucoup de billets qui avaient des numéros identiques, comme la carte nationale d'identité que vous évoquez. Vous pensez que ça, c'est la vraie monnaie? Hmm. Mais alors, Donc, donc, quand vous dites ça, Monsieur Boukadia, puisque nous apprenons également, et c'est une réalité, ça nous l'avons vérifié, c'est que même les ministres, les membres du gouvernement congolais sont payés à la main. bien sûr, Ils gagnent beaucoup d'argent. Le Premier ministre est autour de 25 millions, sans compter, c'est bon, voilà, les avantages qui vont avec. Les autres ministres, on sait qu'ils sont payés soit à 11 millions le mois, ça c'est leurs émoluments, voilà, le mois. Donc ça part de 11 millions à 25 millions, mais ils alors, sont payés à la main. comment Il y a pouvez-vous, également un autre corps, pardon, je vais terminer, c'est l'Assemblée nationale. Ceux-là aussi sont payés à la main. Le comment Sénat, pouvez, pareil. comment pouvez-vous, pour un système, si c'était la vraie monnaie, sortir du trésor autant d'argent Et que payés vous à allez la main. payer, de payer la main à la main? En fait, c'est pour éviter de laisser des traces, peut-être. Parce que quand une monnaie passe à travers, aujourd'hui, toute la monnaie qui passe à travers les banques est contrôlée. Dans le monde entier, on sait. C'est la raison pour laquelle ils évitent les banques. Alors, cela veut dire C'est qu'au Congo, on fait... c'est pour ça aussi que nous disons que malgré, même s'ils achètent des biens en Europe, qu'ils cachent l'argent en Europe, on sait où se trouve l'argent et on sait combien il y a. La vraie monnaie. La vraie monnaie. Le seul ennui, si on saisit ces biens, ça n'appartient plus au Congo. C'est pour cela que pour le pouvoir qui viendra, il faut qu'il prenne une loi pour que ces biens et ces comptes reviennent à l'État congolais par le biais d'une organisation, d'une association qui peut être la Fondation du Congo. Mais je Et c'est pense la qu'il y a Fondation du l'Assemblée Congo. nationale, l'Assemblée nationale française qui travaillait sur une loi comme ça, je crois. Oui, 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 absolument. Parce que l'Assemblée nationale française sait ce qui se passe. Donc, quand je dis qu'ils sont payés par la fausse monnaie, pourquoi ils ne poussent pas des cris? Ils se taisent. Parce que s'ils poussent des cris, je vais donner encore des éléments. Alors, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Que l'argent, disons, la vraie monnaie a été volée, pillée, planquée dans les paradis fiscaux, et ils battent la fausse monnaie pour parfois payer aussi les salaires, pourquoi pas. Et pour Il y a des circuits bizarres qu'on a appris d'ailleurs, où l'argent part parfois du trésor vers les mucodecs. Après, bon, voilà, il y a tout un système un peu, j'allais dire, ambigu au niveau du Congo-Brazzaville, ce qui vous fait dire que c'est de la fausse monnaie qu'on fait circuler. Et cette fausse monnaie doit être thésaurisée alors. Donc, ils ont créé voilà, les banques chez eux. C'est ce qu'on nous expliquait d'ailleurs, et ça nous l'avons vérifié, c'est juste. C'est que lorsqu'arrive la fin du mois, il y a un hélicoptère qui vient avec les sacs d'argent. Généralement, c'est une dame. Bon, on est en train de chercher à savoir le nom de la dame qui arrive avec voilà, des gros sacs d'argent pour venir payer, nous l'avons dit tout à l'heure, les députés, les sénateurs, les ministres. C'est une femme qui passe dans leur bureau pour les payer à la main. Donc, une fois qu'on leur a donné ce qui leur revient, ils déchargent, et ainsi de suite. C'est un système mafieux carrément qu'on a créé au Congo-Brazzaville. Non, Et dans le même temps, on vient de dire aux Congolais qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Entre-temps, la fin du mois, on se pose la question, d'où vient cet argent qu'on trimballe dans les sacs pour aller payer à la main, à coups de millions, de pour, milliards? pour- pour faire fonctionner, euh, entre guillemets, le fameux État congolais qui n'existe pas, ils sont obligés de s'endetter auprès des organisations
des organismes internationaux tels que le FMI, qui est d'ailleurs très complice dans l'endettement du Congo, hein, où quand la Banque mondiale verse pour restaurer des écoles, ben, l'argent va dans les poches d'un certain ministre de l'Éducation nationale, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale. Donc, c'est pour ça que l'argent qui doit provenir des ressources, des redevances, cet argent est capté, qui est de la vraie monnaie, parce que peut être suivi, identifié, et pour maintenir les gens avec une laisse, on leur donne de la fausse monnaie. Ils croient que c'est de la bonne monnaie, mais tant qu'ils peuvent danser avec. Donc, ils peuvent danser avec, évidemment, jusqu'au jour où le système sera, j'allais dire, mis devant un fait accompli. Alors, et dans le même Monsieur Perrin, sens, oui, Monsieur Perrin, permettez-moi si je vous le vous en voulez. prie. Vous savez, en ce qui concerne la monnaie, c'est le pays qui est dégradé. C'est le pays qui est dégradé et donc il est difficile d'avoir des investissements sérieux. C'est pour ça que une bonne politique, et j'invite les responsables des partis politiques, à l'exception de ceux de l'État PCT, parce que ce sont eux qui ont créé cette situation, de réfléchir comment faire pour redonner de la crédibilité au franc CFA congolais. Il faut réfléchir que ce franc CFA congolais doit disparaître parce qu'il est mêlé avec de la fausse monnaie. Il faut donc réfléchir quel type de monnaie nous allons mettre en place. Mais je Et crois qu'au parmi, niveau international, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est connu parce qu'il y a eu, je ne me rappelle plus exactement de la période, mais il y a eu je crois, une conférence comme ça au niveau de la CEMAC où on a demandé carrément au Congo, expressement, on a demandé au Congo, Brazzaville bien sûr, de rapatrier tout l'argent qu'ils avaient planqué dans les paradis fiscaux parce que ça commençait à bloquer la machine au niveau de la CEMAC. c'est pour ça que je propose qu'il faut démonétiser le franc CFA du Congo. Il faut le démonétiser. Quand on va le démonétiser, nous allons choisir une monnaie viable qui sera en relation soit avec l'euro, soit avec le dollar, soit avec les autres monnaies. Mais il faut réfléchir sur ça parce qu'on ne peut pas continuer avec une monnaie qui a été dégradée par de la fausse monnaie parce qu'on ne saura plus faire la différence. Et la seule façon de le faire, c'est de démonétiser le franc CFA du Congo-Brazzaville. En Alors, tout cas, Monsieur Modeste Boukadia, on est presque à la fin de l'émission. Puisque nous parlons de la monnaie, nous parlons des finances qui posent actuellement problème au Congo-Brazzaville. Nous avons tous entendu le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso dire qu'il n'y avait plus d'argent pour payer voilà, les salaires, les bourses, tout ce que je venais de citer, de rappeler au début de cette émission. Et là, vous nous parlez, vous nous dites que au Congo, il battrait de la fausse monnaie pour payer même les agents des forces armées congolaises et parfois les salaires aussi, pourquoi pas, les bourses, on ne sait jamais, et même les pensions, pourquoi pas. Et vous dites que la vraie monnaie du Congo a été voilà, captée, confisquée, planquée quelque part dans les paradis fiscaux. Et donc, dans la recherche, bien sûr, des solutions, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent, Congo-Brazzaville, c'est ce qu'ils ont dit. Alors, ils ont mis en place un groupe de travail ad hoc, qu'ils appellent ça, chargé de mobiliser la trésorerie de l'État. Comme quoi, voilà, la trésorerie de l'État, comme qui dirait, le trésor est vide, mais vraiment vide. Et il y a également Mathias Nzon qui le disait la fois dernière. Bah, quand Mathias Nzon le dit, on peut lui faire confiance parce que c'est quand même un ancien ministre des Finances, que même l'argent du pétrole, donc pétrole, bois, minerais,
même des régies financières, c'est-à-dire comme qui dirait, les recettes fiscales ou douanières, n'arrivent plus au trésor. Au trésor, c'est vide, il n'y a plus rien au trésor. Donc, ils ont créé un système où ils ont capté tout l'argent du Congo, qu'ils ont soit thésaurisé chez eux, soit planqué dans les paradis fiscaux. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien pour payer les Congolais. Et là, je disais tout à l'heure, ils ont mis en place un groupe de travail qui doit mobiliser, évidemment, voilà, redynamiser la trésorerie de l'État. À la tête de ce groupe, Jean-Jacques Bouya. Vous savez, vous demandez à des voleurs de chercher, de savoir où va l'argent volé. Hein? Euh, il est Et peut-être difficile. que c'est une manière pour ben, voir ceux qui ont créé ce groupe, demander à Jean-Jacques Bouya d'aller de rapatrier tout ce qu'il a planqué. Donc, vous dites à un violeur d'enfants d'encadrer les petits-enfants. C'est ça ce que vous me dites. Hein? Bon, monsieur Perrin, projetons-nous pour demain. Hein? Ça, c'est encore embrouiller les gens. Parce que si sérieusement ils étaient conscients qu'il n'y a plus rien, on sait qui a volé. Pourquoi on ne les met pas en prison? Vous pouvez me dire pourquoi on ne les met pas en prison? Non, la solution moi, auquel je pense qu'il y a des intelligences. Le Congo a des intelligences, de par le monde, de par la diaspora. Il y a des intelligences. Ce sont ces intelligences-là à qui il faut faire appel. Nous avons des monétaristes au Congo. Nous avons des fiscalistes au Congo. Mais il faut sortir de ces cadres sortis de Yakan Noki Noki. Ça n'apporte absolument plus rien. Ils ont montré la limite. Et quand je dis ça, c'est pas pour me moquer, c'est pour montrer les- l'inintelligence des gens. Et il y a des fois où je me demande, quand je les vois entrer de s'habiller avec des cravates et des costumes, je me demande si dans leur tête, ils impriment ce que ça veut dire. C'est profond ce que je dis. Hein. C'est pour ça que il y a des intelligences en Afrique. En Afrique. Au Congo, il y a des intelligences qui sont un peu partout, qui ont été pris, qui ont étudié en Europe, qui ont étudié aux États-Unis, qui ont étudié en Russie, qui ont étudié en Chine, qui ont étudié au Japon. Il y en a qui ont étudié en Afrique. Il faut les appeler. Il faut les appeler. J'avais dit dans un de mes billets, plaie d'argent n'est pas mortel. Le Congo est le pays le plus riche du monde. Et le Congo est plus riche que la RDC. Que les Congolais cessent de se lamenter. Que les Congolais se prennent à bras le corps le problème. Qu'ils se disent, peu importe ce qui est arrivé, c'est demain. Demain, nous devons être à la table parce que demain, le monde va changer. Quand le monde va changer, quand la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine va prendre fin, quand la guerre entre Israël et le Hamas va prendre fin, les puissances auront besoin de l'Afrique. Et l'Afrique doit être prête pour ce rendez-vous. Et le Congo en particulier. Parce que nous avons les capacités, parce que nous avons les intelligences. Alors, il ne faut pas qu'on nous distrait avec ceux qui ont réduit le Congo à néant, qu'on leur demande de résoudre le problème. Mais la seule chose qu'il leur fallait, si réellement
ils sont conscients que ils sont capables qu'on les mette en prison. Qu'on les mette en prison. Là, ça sera un geste qu'ils sont capables de prendre des décisions. Autrement dit, ils sont en train de nous prendre pour des poussins de 3 ans. Mais ils se trompent. Le peuple congolais ne se laissera pas tromper, M. Perra, je vous le dis. Vous savez, il y a des grands hommes. Vous voyez ce qui s'est passé il y a 3 ou 4 jours aux États-Unis? Un président qui aime son pays, un président qui veut que son pays ait accès à l'emploi, qu'on pense d'abord à son pays. Il a failli être assassiné parce que les gens n'aiment pas le changement, parce que les gens n'aiment pas le progrès, parce que le changement, parce que le progrès ont toujours fait peur à ceux qui ne savent pas réfléchir. Alors que je sais que les Congolais, c'est des gens dynamiques, des gens forts, des gens qui sont capables de relever ce pays. Et il se fait seulement qu'il y ait un déclic. Alors ce déclic-là, c'est le peuple congolais. Alors qu'on nous amuse, qu'on nous amuse pas avec de la création de ceci ou de cela. Ça, c'est se moquer des gens. Oui, ils sont heureux dans leur biotope qu'ils se sont créés, dans leur état PCA de Go. Ils sont heureux. Je ne les envie pas. Bien au contraire, je suis heureux pour eux. Parce que, comme je le disais, les habitants de Lesotho sont heureux. L'Afrique du Sud, c'est une des puissances de l'Afrique, une puissance nucléaire. Alors que les gens du PCA de Yo soient heureux, mais qu'on laisse le reste du Congo devenir une puissance. Qu'on ne nous enchaîne pas dans leur médiocrité. Voilà, M. Perrin. Ce que nous Merci, souhaitons, Modeste. Oui, je vous en ce que prie. nous souhaitons, c'est que nous avons eu des grands commerçants comme les Biza. On a eu des grands commerçants. Et pourquoi ces commerçants ont disparu? Pourquoi, par exemple, les marchés de Total, les marchés d'Ntiétié ou à Pointe-Noire sont tenus par des étrangers? Parce que les Congolais sont incapables de tenir des marchés. Et pourtant, comme vous Laissons l'avez les dit, hein, dans le Congolais. passé, le Congo a connu des hommes, des vrais hommes d'affaires. Vous avez cité là, hein, il y a eu des Matima également, les Miakasissa. On a connu bien d'autres, les Bina, qui, voilà, qui ont fait mais vraiment des beaux jours et qui ont montré de quoi les Congolais étaient capables dans le monde des affaires. Mais curieusement, aujourd'hui, ben voilà, c'est un peu la création j'allais dire, des petits monstres d'affaires qui sont accrochés à la politique et donc en fait qui utilisent l'argent de l'État congolais pour se dire homme d'affaires. On est donc à la fin de cette émission, Monsieur Boukadia. Merci donc d'avoir été avec nous. Vous disiez que le Congo-Brazzaville fonctionne à double vitesse, c'est-à-dire il y a deux États, un autre État qui ne dit pas son nom qui a capté tout l'argent du Congo-Brazzaville et ils sont heureux pendant que le grand État Congo, de tous les Congolais bien sûr, est en train de voilà de peiner à joindre les deux bouts de moi dans la misère totale. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Je vous accorde une minute, Monsieur Boukadia. Écoutez, M. Perrin, j'aimerais inviter le peuple congolais à ne pas se laisser abattre. Demain est à construire ensemble. C'est pour ça que j'appelle toutes les ethnies du Congo, de leur richesse culturelle qui nous donne cette caractéristique-là de la République du Congo, une et indivisible, faisons comme ce que le président Youlou avait fait avec Jacques Opango, ou ce que
le président Bernard Kolela avait fait avec le président Ambili, le Tembe Ambili, au moment de la conférence, quand elle a voulu déraper, faisons de telle sorte que le Congo se retrouve pour aller de l'avant. J'appelle ainsi que tous ceux qui se reconnaissent enfants de la veuve nous aident à créer la base de l'Union nationale pour que demain, le Congo se retrouve dans le concert des nations avec dignité, que qu'aucun Congolais ne dise cela ne me regarde pas. Chaque Congolais est convié à la construction, à la mise en place de l'Union nationale, parce que c'est notre destin commun. Ce que les pères fondateurs ont fait, nous sommes capables de le faire. Ce qui s'est passé depuis février 1959 jusqu'à présent, c'était pour nous amener à la vraie République, une et indivisible du Congo. Que ceux qui veulent s'écarter, donnons-leur la possibilité de s'écarter. Mais nous, soyons fiers et heureux d'appartenir à ce grand pays qui s'appelle le Congo. Le Congo qui était jadis le Congo-foi que la colonisation a baptisé le Congo-Brazzaville. Vivons notre héritage et peu importe les préjugés, vivons notre unité. C'est cela qui fera que aucun autre pays ne pourra venir nous donner des leçons. Mais nous avons à construire notre destin commun, commun au peuple du Nord, commun au peuple du Sud, pour n'en former que la nation congolaise. Voilà, peuple congolais, à l'issue de cet échange, j'ai voulu montrer que, plus que jamais, pour éviter un désastre, nous devons être unis. Nos terres nous appartiennent tous. Aucun lambeau, aucune miette de notre terre ne doit être cédée, ni prêtée, ni vendue aux responsables politiques, à la diaspora, aux forces armées congolaises, aux syndicats des travailleurs et des étudiants et élèves, aux congrégations religieuses. Nous avons l'impérieux devoir d'être auprès de notre peuple, car c'est pour le peuple que nous œuvrons. Ce n'est pas le peuple qui œuvre pour nous, mais nous devons œuvrer pour le peuple et ce peuple, nous devons répondre à son appel. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Christian Perrin. Et c'est une joie, toujours renouvelée, de me permettre d'être auprès de mon peuple qui est mon Dieu. Merci, Modeste Boukadi, en tout cas, d'avoir été encore avec nous sur R7 et surtout, d'avoir accepté notre invitation et vous avez abordé avec nous l'actualité congolaise, notamment sur l'affaire des terres avec le dernier rebondissement d'intervention du ministre des Affaires étrangères rwandais qui a tenu des propos, il faut le dire, indécents près des Congolais. Nous avons parlé également de la mise en place d'un groupe de travail chargé de la mobilisation de la trésorerie de l'État, les nominations à la police. Nous sommes aussi passés par, bien sûr, enfin, ce qui s'est passé aux États-Unis. Bref,
En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Perrin. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez cette émission, cette interview, mesdames, messieurs. Aidez-nous donc à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez des différents sujets qui ont été abordés au cours de cette interview. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.